Vous écoutez la radio Futur Média et vous faites bien. Mesdames, Messieurs, merci de rester en compagnie de cette radio que vous avez préférée. Le journal, c'est tout de suite. Les titres de cette édition: placement sous mandat de dépôt du maître coranique Djily Ndiaye et de son talibé Maguette Diop par le juge d'instruction du deuxième cabinet de Louga. Ils sont arrêtés pour le meurtre du talibé Fallou Diop. Abraham Poulpouy nous a dit en plus dans ce journal. Les 25 février et 26 février prochains, 48 heures de grève du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. Ils veulent plus d'équité dans le système sanitaire et la considération de toutes les catégories socio-professionnelles. Le bureau du Conseil des artisans du Sénégal à bout de nerfs, il est reproché aux responsables de ne pas respecter leur engagement d'organiser une foire pour la promotion de l'expertise locale du secteur de l'artisanat. Les artisans de Ziguinchor interpellent le président du Conseil national des artisans du Sénégal. Vous aurez dans la seconde partie de ce 18h les sports. Quartier vert, ce sera l'affaire de Youssouf Bodian. La récurrence des incendies dans les usines et marchés. Ce matin, la société Val d'Afrique installée à Rufisque, fabricant des produits pharmaceutiques, a pris feu. Nous en parlons dans le débrief et nous serons en fin d'édition avec Amadou Kanar Diop, expert en sécurité incendie, manager général du cabinet prévention incendie, panique, explosion. Amadou Ndiaye sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. On attend toujours de connaître l'origine de l'incendie qui s'est déclaré à la société Val d'Afrique à Rufisque. Pas de perte en vies humaines, les dégâts toujours pas évalués. Lieutenant Mohamedou Salaman Sonko de la 4e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers à Rufisque rassure, le feu a été maîtrisé. Il est au micro de Salif Sow. Les sapeurs-pompiers de Rufisque ont été alertés à 12h45 pour un feu d'entrepôt dans l'enceinte de l'usine Val d'Afrique, quartier Léona. Sur les lieux, à 12h51, il s'agissait d'un violent feu d'entrepôt de stockage de fûts d'alcool. Pour cette intervention, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a engagé 12 véhicules, dont 6 véhicules d'incendie, 4 véhicules légers, une ambulance, un véhicule PC et 57 gradés et sapeurs. Nous avons pu éteindre le feu à 14h40. Nous pouvons avoir une idée de l'origine Pour l'origine des feux, on laisse la tâche à la police pour faire l'enquête. Qu'est-ce qui avait pris feu? C'est pas trop dangereux pour la population parce que voilà, elle s'inquiète déjà. Là, après, on fera appel à la gendarmerie de l'environnement pour faire des études et savoir exactement ce qui se passe. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le dis en titre, le maître coranique Djily Ndiaye et son talibé Maguette Diop placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet de Louga. Ils sont arrêtés pour le meurtre du talibé Fallou Diop à Raoudou dans le département de Linguère. Abraham Poulpouy nous en dit plus. Le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Louga place sous mandat de dépôt le responsable du Dara Ahmadou Mbaké de Raoudou et le talibé, présumé meurtrier de Fallou Diop. Ils vont ainsi passer leur première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Louga. Après les 2 retours de parquet, Djily Ndiaye et Maguette Diop viennent d'être fixés sur leur sort. Ils sont poursuivis pour meurtre, mise en danger à la vie d'autrui, non-assistance à une personne en danger. La date du jugement n'est pas encore fixée. L'enquête va donc continuer et peut durer 6 mois maximum. Selon les informations obtenues, le petit Fallou a été inhumé hier à Raoudou après l'autorisation du procureur. Abraham Poulpouy, Louga, RFM. Les avocats de Guy Marius Sagna ont déposé une nouvelle demande de liberté provisoire ce matin devant le doyen de juge. Ils espèrent une suite favorable à leur requête, faute de quoi le combat judiciaire va s'internationaliser. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions Maître Moussa Sarr, un des avocats de l'activiste. Il était avec El Hadj Ndiogou Diène. Le collectif Nyolank Nyon Bagne va marcher demain. Rendez-vous est pris devant l'université de Dakar, point de départ jusqu'au rond-point de la Médina. Le collectif demande aux citoyens qui seront dans l'impossibilité de faire le déplacement de marquer l'événement par le port d'un brassard rouge pour marquer leur solidarité. Écoutons Fadel Barre, un des coordonnateurs du mouvement Nyon Lank Nyon Bagne au micro d'Oumoukal Soumdi. Nos maires Ndate Yalla Mbodj, Aline Sitoé Diatta, Ngoné Latif Fall et les autres nous crient de nous lever pour sortir le Djambar Guy Marius Sagna des geôles de ce régime oppresseur, orchestré encore par Samba Sall, Malick Sall et Macky Sall.
Nous avons besoin de jeunes comme Guy Marius Sagna dans le contexte actuel, marqué par la volonté du régime du président Macky Sall de faire payer aux Sénégalais la gestion catastrophique des ressources de notre pays à travers des hausses de prix tout azimuts. Ils ont partagé avec nous les contraintes qui les empêchent d'être présents physiquement au rassemblement. Aussi, nous appelons ces compatriotes, chauffeurs de taxi, de cars rapides, de bus Tata, de Demdik, les particuliers à manifester leur solidarité avec Guy Marius Sagna et avec la lutte contre la hausse du prix de l'électricité par des klaxons à l'heure du rassemblement entre 15h et 16h. À l'heure où nous nous rassemblons devant l'université pour marcher jusqu'au rond-point de la Poste Médina. Et selon nos informations, le préfet de Dakar a autorisé la marche du collectif Nyon-Lank Nyon-Bagna. 48 heures de grève du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. Elle est prévue les 25 et 26 février prochains. Plus d'équité dans le système sanitaire et la considération de toutes les catégories socio-professionnelles, c'est ce que réclament les syndicalistes. Ils accusent leur ministre de tutelle de recruter des bureaucrates. Aïssatou Faye-Bodjan. Après leur grève suivie d'une marche, les travailleurs de la santé n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Ils comptent ainsi entamer leur deuxième plan d'action, Chersek et membres. Le 25 et le 26 février, nous allons faire une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, il y aura une tournée nationale à partir du 4. Parmi les points de revendication, vous pouvez comprendre quelqu'un qui a un niveau de bac plus 5 ou bien de bac plus 6, on te reclasse à bac plus 1 et vous n'avez pas d'avantage statutaire lié à votre diplôme, ni sur le plan salarial, et ça vous porte préjudice parce que si vous voulez faire votre troisième cycle à l'étranger, alors que vous n'avez pas le papier qui vous permet de pouvoir le faire, vous êtes bloqué. Ce système avait révélé que les agents de santé étaient les plus mal payés avec les autres secteurs, que ce soit l'élevage ou l'enseignement. Et le président avait dit qu'il allait corriger. Mais qu'est-ce que le président nous a offert? De 2012, on était à une masse salariale qui n'atteignait pas 200 milliards. Après, on se retrouve avec une masse salariale de presque 1000 milliards. Et le président lui-même dit aux Sénégalais que ce sont ces personnes-là qui ne font même pas 150 000 qui veulent bouffer tout l'argent de 15 millions de Sénégalais. Le cadre accuse son ministre de tutelle de politiser le recrutement des agents dans la fonction publique. Que les politiciens ont amené pas mal de personnes dans notre secteur, qu'ils recrutent, à qui ils signent des contrats, ils les payent plus d'1 million de francs. Et ces gens-là, c'est des bureaucrates. Ils ne sont pas sur le secteur. Entre autres points de la plateforme revendicative, l'augmentation du montant de la subvention allouée aux hôpitaux, le renforcement des équipements et le remboursement des dettes, mais aussi le recrutement automatique des sortants des écoles de formation en santé et action sociale. Aïssatou Faye-Bodjan, il est 18h passé de 8 minutes. RFM, partout, tout le temps. Démolition des immeubles de Lyon au Mariste, des nuages de poussière font désormais partie du décor dans ce quartier. Les riverains se plaignent de l'indifférence des autorités. C'est un reportage de Salimotao. De loin, on aperçoit un nuage de poussière. Les caterpillars procèdent à la démolition des immeubles de Lyon au Mariste. Sans se soucier du danger qui les guette, ces élèves jouent devant leur école. Un masque sur la bouche, le directeur de l'école fustige la manière dont les autorités ont procédé. Là, vous voyez que nous avons des enfants qui sont asthmatiques, qui souffrent énormément. La plupart d'entre eux viennent même avec des masques. Et moi, j'aurais vraiment aimé que, avant même de démolir les immeubles, qu'ils viennent vers nous se concerter, trouver quelque chose, des solutions. À savoir qu'ils peuvent même démarrer de l'autre côté, attendre les vacances de Pâques pour venir vers les écoles. Mais là, actuellement, nous souffrons énormément, très sincèrement. Les riverains, eux, traînent des maladies respiratoires. Depuis 3 jours, ces habitants ne savent plus où donner de la tête. Impossible de circuler dans les ruelles. Le port du masque est devenu le code de conduite dans ce quartier. Il va falloir qu'ils cherchent une meilleure solution pour ça parce que ça ne peut pas continuer comme ça. La colère du bureau régional du Conseil des artisans du Sénégal, il accuse les responsables de ces structures au plan national d'avoir failli
à leur engagement dans le sens d'appliquer l'organisation d'une foire régionale destinée à promouvoir l'expertise locale du secteur de l'artisanat. Les artisans de Ziguinchor demandent au président du Conseil national des artisans du Sénégal de respecter son engagement sous peine de faire échouer l'initiative Lamine Ba. Les artisans de Ziguinchor sont très en colère contre le Conseil national des artisans du Sénégal. Ils reprochent aux responsables du CNAS d'avoir failli à son engagement de les appuyer dans l'organisation de la foire de Ziguinchor, dont l'objectif est de promouvoir l'expertise locale. Sadibou Bodian est le président du comité d'organisation de la foire des artisans de Ziguinchor. Nous, on s'est dit, maintenant, on va organiser une foire pour au moins montrer ce qu'on peut, notre savoir-faire au niveau de la région de Ziguinchor. Promouvoir l'expertise locale, mais à notre grande surprise, on a travaillé ensemble. Ça fait 4 mois ou 3 mois avec le bureau national. Mais à notre grande surprise, ils nous ont laissé en mi-chemin. Le bureau régional du Conseil national des artisans du Sénégal, submergé par les dépenses liées à l'organisation de l'événement, demande au président du CNRS de réagir pour éviter que l'initiative ne se solde par un échec. On a des difficultés. Et cette difficulté-là, nous, Sénat de Ziguinchor, on prend toutes nos responsabilités. On va aller jusqu'au bout. Parce que c'est l'artisanat local qui nous pousse à le faire. Nous lançons l'appel au président national Moussa Niang qu'il puisse réagir le plus vite possible. Sinon, cette foire aura des problèmes. On a envoyé des dépenses parce que notre budget est parti jusqu'à 8 millions et quelques. Et actuellement, on est en train de travailler avec nos moyens de bord. Le bureau régional des artisans qui a fait face à la presse compte contre vents et marées tenir cette foire dont le lancement est prévu ce jour. Il exhorte ses responsables au sommet à assumer toutes les conséquences qui découleraient de ce défaut d'accompagnement. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM Sport. La page des sports que nous démarrons avec le directeur technique national Mayacine Mar qui a intégré le panel des experts, instructeurs et consultants de la FIFA. C'est pour 2 ans renouvelables. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. La 3e étape du Tour cycliste du fleuve se déroule ce matin entre Richard Toll et Fanaï. Une distance longue de 106 km. Le coureur français Guillaume Baudouin est revenu ce matin sur le niveau de la course et sur l'étape du jour. Les premiers mots du directeur technique national de rugby au lendemain du tirage au sort de la CAN Junior prévu à Nairobi au Kenya. C'est à partir du 1er avril prochain. Logé dans le groupe B, le Sénégal sera opposé à la Namibie, au Zimbabwe et à la Côte d'Ivoire. Un programme est élaboré afin de bien préparer la CAN. Écoutons plutôt Jacques Bassène de TTN. L'équipe des UV a déjà commencé les entraînements. Pour le moment, on s'entraîne 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis au stade annexe du Léopold Sédar Senghor. Les entraînements se passent bien, le groupe est en construction. Parce qu'il faut savoir que chaque année, il y en a qui sortent de la catégorie et d'autres qui doivent réintégrer le groupe. Donc on essaie d'être dans la continuité de cette équipe. Là, le nouvel entraîneur Bourama Sambou et Amadou sont en train aussi de faire un travail remarquable. En plus de ça, Léon Lopi, qui était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale A, va venir au Sénégal à partir de début avril pour rester avec l'équipe une dizaine de jours avant qu'on aille au Kenya pour la compétition Jean-Louis Barthez. Cette année, nous partageons bien sûr la poule avec le Zimbabwe, Namibie. L'année dernière, nous étions 3e au niveau africain. Je ne sais pas quel sera notre rôle cette année, quel sera notre rang plutôt cette année. Mais l'objectif, c'est de faire autant, voire mieux que la saison précédente. Bien sûr, les choses ne seront pas évidentes car nous avons toujours la sempiternelle difficulté qui est le financement de cette équipe-là. Mais nous faisons comme nous pouvons avec les bonnes volontés. Chacun y met de sa poche pour que l'équipe avance et puisse faire une bonne compétition. Mais en tout cas, nous sommes très très confiants du résultat. Et puis dans le groupe A, on y retrouve le pays hôte, le Kenya, Madagascar, la Zambie et la Tunisie. Coupe du Roi d'Espagne, 8e de finale ce soir pour le FC Barcelone qui accueille Leganés, les qualifiés donc en quart de finale. Real Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Valence et Granada. Et Youssouf Bodian qui nous accueille dans son quartier vert.
Bonsoir et bienvenue. Une rencontre sous-régionale sur l'agroécologie s'est ouverte ce jeudi à Dakar. L'agroécologie, une alternative pour s'adapter au changement climatique, mais aussi éviter l'utilisation abusive des pesticides, nous dit Fatou Ndaombaye. La SYCODEV et Indatier-Monde se retrouvent autour de l'ADAISEN, l'accès durable à une alimentation saine et nutritive. Ils prônent l'agroécologie pour une meilleure souveraineté alimentaire. Mamadou Kanouté, directeur exécutif de la SYCODEV. L'agroécologie est un mode d'agriculture, de gestion des sols, de gestion de la transformation, suivi après de la gestion des déchets. L'avantage, c'est que ça permet de ne pas utiliser des engrais chimiques. Tout de même, le pourcentage des terres agroécologiques reste jusqu'à présent indéfini. Il nous faudra pouvoir dire au Sénégal, tant d'hectares sont utilisés pour l'agroécologie. Dire les produits issus de l'agroécologie ont tant de parts de marché. C'est seulement à partir de ce moment que nous pouvons voir si l'agroécologie est en train de grignoter sur l'agriculture conventionnelle. La secrétaire exécutive d'Indatier-Monde, Mariam Sow, invite les consommateurs à une prise de conscience en matière de consommation. L'agroécologie, c'est un problème aussi d'éducation. On doit aspirer à avoir des citoyens qui sont conscients et qui changent ce pays-là. Nous ne pouvons pas être omnibulés par uniquement produire plus, exploiter toutes les ressources. Le combat pour une alimentation saine, équilibrée et nutritive se poursuit avec l'intitulé ADAISEN. Aujourd'hui, selon eux, l'agroécologie est la seule et unique riposte contre le réchauffement climatique, la dégradation des sols, mais également comme remède vis-à-vis de certaines maladies. Fatou Ndaombaye, près de 110 000 arbres plantés en 4 ans à Malémodar dans la région de Kaffrine. Une initiative de Tree for the Future sont chargés de développement et de la communication, Maïmouna Fall Sissé avec Omar Ndiaye. Je pense que c'est un bilan satisfaisant parce que Tree for the Future adopte toujours la démarche participative pour les populations. Nous faisons en sorte que les populations se sentent elles-mêmes chefs du projet et qu'elles puissent elles-mêmes s'adapter au projet et pouvoir travailler. Nous avons planté 1 100 000 arbres parce que chaque jardin-forêt, nous faisons 1000 arbres. Donc nous avons énormément de jardins et forêts ici et nous avons 3080. Et chaque famille a son jardin et forêt. Dans ce jardin et forêt, il y a des plantes spécifiques que l'on plante, mais aussi ça aide beaucoup pour la séquestration de la carbone en dehors du fait que les populations ont une autosuffisance alimentaire. Il y a aussi la séquestration de la carbone. Et Trees for the Future vraiment milite pour cela et nous faisons la création de pépinières, la plantation d'arbres. Voilà. Mais en dehors de cela aussi, nous finançons d'autres projets comme Nebedai. Nous aidons à la plantation de mangroves dans la zone de Toubakota et nous allons bientôt ouvrir une nouvelle zone à Fatick aussi. Et aussi nous aidons les femmes de Kersosé à Kaolack à faire leur propre jardin forêt. Et ces projets-là nous coûtent chacun $10 000, ce qui fait 5 millions de francs CFA. Pour encourager les enfants à planter des arbres et à préserver l'environnement, la mairie de Ngongom annonce un prix pour récompenser la meilleure école à Bambey, Babacar Diouf. C'est parce que nul ne peut évoluer dans un environnement malsain qu'il faut faire de la préservation d'un bon cadre de vie une priorité au quotidien. À Ngongom, le maire pense que cela ne pourra se faire que si l'on commençait par les plus jeunes au niveau des écoles. Baboucar Ndiaye. Nous avons prévu cette année, l'année prochaine, de primer les meilleures écoles, surtout ils sont plus visibles en matière d'environnement, en matière de propriété et éventuellement même le meilleur enseignant. Et ça, on va travailler avec bien sûr l'inspecteur. Cela permettrait aux jeunes élèves de persévérer dans la préservation de l'environnement, mais aussi le maintien et la multiplication des bons comportements. Sambagnan, inspecteur de l'éducation, chef de district de Ngongom. C'est aussi une source de motivation pour les élèves qui ne sont pas primés aujourd'hui. Par exemple, un enfant peut se dire « mon copain a été primé aujourd'hui, pourquoi pas moi demain ?» Donc c'est une sorte d'émulation. C'est aussi une occasion pour féliciter les enseignants qui ne ménagent aucun effort pour réaliser ces résultats-là et encourager les parents. Dans un futur proche, les meilleurs élèves protecteurs de l'environnement seront primés, tout comme qui se seront le mieux distingués dans la préservation de l'environnement. Babacar Diouf qui referme les portes de Quartier Vert à la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Youssouf Bodian, merci. Nous sommes en ligne, c'est pour le débrief avec Amadou Kanar Diop. Merci et bonsoir. Bonsoir. Alors, expert en sécurité incendie, manager général du cabinet prévention incendie, panique, explosion, c'est bien cela? C'est bien cela. Très bien. La récurrence des incendies dans les usines et marchés. Ce matin,
la société Val d'Afrique implantée à Rufisque a pris feu, une société qui fabrique des produits pharmaceutiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu de s'interroger, de se poser des questions sur la récurrence de ces incendies? Oui, c'est de Boucheba. Il y a lieu de s'interroger, mais les spécialistes ne sont pas surpris. Ils ne sont pas surpris, pourquoi? Parce que il n'y a pas d'anticipation. L'anticipation, c'est quoi? C'est la prévention et la préparation. Donc, les marchés, comme les établissements industriels, ne sont pas aux normes, ne respectent pas la sécurité incendie et panique et la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. À plus forte raison, les grandes entreprises. Vous pensez qu'il est inacceptable quand même que de grosses sociétés ne soient pas en mesure de faire dans la prévention? Mais oui, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'il y a les textes, mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Les services étatiques chargés de la réduction des risques sont amorphes, voire même paraplégiques. Ils ne font du contrôle qu'administratif, mais pas opérationnel sur le terrain. Si ces sociétés qui sont en place ne mettent pas la sécurité incendie qu'il faut, ne forment pas leur personnel, mais s'il y a un petit début d'incendie, mais ça va s'embraser. Parce que les sapeurs n'éteignent pas un début de feu, les sapeurs éteignent un incendie. Un incendie. Il faut que ces sociétés mettent les moyens qu'il faut, forment leur personnel et assurent la prévention. Vous pensez qu'ils sont peut-être obnubilés par l'appât du gain, ils ne mettent pas l'accent sur la sécurité? Mais c'est surtout ça. Vous voyez qu'avant-hier, c'était Sénécor. Après, c'est quoi? C'est La Rochette. Aujourd'hui, c'est Val d'Afrique. Si on continue sur ça, ce qui est à peu près sûr avec le pétrole et le gaz que nous attendons, on risque de vivre des chaos sur le plan sécurité incendie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts. Voilà le problème. Les services étatiques ne contrôlent pas. Ceux qui sont les industriels sont plus obnubilés par l'appât du gain. Vous voyez, quand ils mettent, ils louent même des moyens d'incendie juste pour faire passer le contrôle. Vous pensez que l'État doit également jouer sa part? Mais c'est à l'État de jouer sa part. Déjà, nous les avons écrits, parce que moi, ce que je dis, je ne le balance pas en l'air. J'ai écrit aux autorités étatiques pour leur demander de réformer les textes qui sont obsolètes. Aussi bien les textes régissant la sécurité incendie que les textes du Code du travail relatifs à la protection et la santé et la sécurité des travailleurs. Mais il n'y a pas eu de réponse. C'est à l'État de mener une politique sécuritaire et ne pas attendre qu'il y ait la catastrophe pour venir visiter les lieux, faire des... Mais est-ce que l'État qui doit mener cette politique sécuritaire, est-ce qu'il faudra également tordre la main aux chefs d'entreprise pour qu'eux-mêmes mettent les moyens? Mais c'est-à-dire que sur les textes, ça existe, mais si on ne les contrôle pas, on ne les impose pas à le faire, ils ne le font pas. Pour vous dire, la réglementation impose à tous ces industriels qui sont à autorisation d'avoir un plan d'opération interne. 90% des industriels sénégalais n'ont pas ce plan d'opération interne. Sur les 10 qui l'ont, les 8 ne l'ont jamais testé. Ils n'ont pas formé leur personnel. Alors vous voyez ce que ça fait. Où est-ce qu'on va? Voilà le problème. C'est ça. Le problème, c'est qu'il faut que l'État réponde ces textes. Très bien. Il faut que le contrôle soit beaucoup plus sérieux, soit beaucoup plus régulier. Sinon, on va de catastrophe en catastrophe. Très bien. J'ai l'habitude de dire que la catastrophe n'est pas une fatalité. Il faut la prévenir. Il faut la prévenir. S'y préparer pour l'éviter. Très bien. Merci à vous, Amadou Kanar Diop. Merci. Expert incendie, expert en sécurité incendie, manager général du cabinet Prévention Incendie, Panique, Explosion. C'est la fin de cette édition de Rappel des titres.